Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne. Et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'avoir en ligne M. Jean-Michel Vernocquet, écrivain, essayiste, journaliste et géopolitologue. Bonjour, M. Vernocquet. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous les musulmans de France. Merci infiniment. Sachez-le qu'on est sur le 1er Rabi' al-Awwal. Donc, c'est une date très importante dans le monde musulman. Et l'islam de France, ou l'islam en France aussi, qui fait la priorité dans notre émission, parce que depuis un certain temps, on est en train de traiter ce dossier-là avec des avis divergent, transversales, je veux dire. Un sujet difficile. C'est un sujet très difficile, mais c'est un sujet d'actualité et qui manque de communication crédible, j'ose dire. Parce que jusqu'à maintenant, il y a chacun comme il l'interprète, mais on essaie dans cette émission de donner la parole à tout le monde, laïc ou pas laïc, musulman ou pas musulman et autres. Mais ce qui est important, c'est que l'opinion publique puisse avoir une idée globale afin de forger son opinion sur cette religion qui fait partie maintenant du paysage français et qui devient récemment un facteur électoral en plus. Alors, ma première question, si vous le permettez. Donc, comment voyez-vous déjà l'islam, la place de l'islam dans un pays laïque d'origine catholique? Oui, vous avez dit d'origine. Moi, il m'arrive de dire post-catholique. Il reste que la catholicité n'est pas seulement nos racines. Cela imprègne malgré tout nos pensées, même si ce catholicisme est laïcisé et dénaturé dans la religion parfois et se dévoie dans la religion des droits de l'homme. Écoutez, la place de l'islam, elle est en soi, elle existe déjà. L'islam est en France, mais encore faut-il que l'islam, vis-à-vis d'autorités qui se déclarent laïques, en fait, il faut comprendre aujourd'hui, laïcité doit se traduire quasiment par athéisme. Je pense que le modèle anglo-saxon est en train de nous perturber. Je ne passe pas du coq à l'âne, mais je vais dire une phrase très simple. La France n'a pas vocation à être communautariste, c'est-à-dire à avoir des communautés qui soient côte à côte. La République est une et indivisible, normalement une pour tous. Aussi bien pour les catholiques ou les post-catholiques que pour les musulmans. Alors maintenant, trouver le modèle, c'est même pas un modèle de cohabitation, c'est un modèle de coexistence. Mais je crois que ce modèle de coexistence, il peut se trouver assez facilement, si tant est qu'on le cherche, et sur des bases saines. Vous parlez de bases saines, de quoi il s'agit réellement? Donc, de base saine, de pas polluer le débat. On introduit, vous voyez, il y a toute une polémique actuellement sur la croix qui doit surmonter la statue du pape Jean-Paul III. Jean 23 dans une petite ville, un petit village de Bretagne. C'est une polémique hallucinante. On interdit les crèches
mais en même temps, on voit que Madame Hidalgo organise une grande fête à l'hôtel de ville pour la rupture du jeûne. Tout ça est bel et bon, mais il faut savoir si la République est laïque, et à ce moment-là, laïcité, c'est d'être équitable, et de ne pas, au nom, paraît-il, de je ne sais quelle inégalité compensatrice, c'est le terme qui est utilisé, inégalité compensatrice, devrait-on donner une place à l'islam qui est maintenant refusée à la catholicité. Vous voyez, là aujourd'hui, on marche un peu sur la tête. À croire, mais c'est le fond de ma pensée, à croire que certains, au fond, veulent non seulement détruire tout ce qui reste de foi religieuse dans chez les Français, les Français de base, et en même temps d'autres, je ne dis pas tous, mais d'autres, une minorité avec des arrière-pensées, d'exciter les communautés les unes contre les autres. Donc, moralité de l'histoire, si j'ai bien compris votre analyse, et reprenez-moi s'il vous plaît, donc laissons la nature à elle-même, hein, donc j'ai l'impression qu'on est en train de bousculer un petit peu la nature d'intégration, la nature de vivre ensemble. Vous parlez d'or. L'intégration, elle se fait d'elle-même. Quand on voit de jeunes musulmans, enfin jeunes et moins jeunes, hein, de 20 ans, 30 ans, 35 ans, ceux-là travaillent, sont intégrés dans le monde. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il ne faut pas que l'islam devienne une revendication et prenne une coloration politique qu'elle n'a pas vocation à avoir. L'islam est une religion. Voilà, c'est ça qu'il faut, c'est également le débat, et que les autorités, encore une fois, qui se disent neutres, socialistes, la plupart du temps socialistes, qui font de la laïcité par ailleurs une certaine mystique. Et là, je fais référence au livre de Youssef Indy, La mystique de la laïcité, qui est paru l'an passé, qui est un livre important, un tout petit livre, mais très important, montre que cette laïcité est une sorte de faux nez qui cache beaucoup de choses, beaucoup d'intentions, et beaucoup de philosophies qui sont étrangères d'ailleurs à la fois aussi bien musulmanes que catholiques. Donc je dis bien, il faut bien que le débat ne soit pas faussé. L'intégration se fait naturellement, bien entendu. Elle doit se faire et elle se fait naturellement. Malheureusement. Mais il ne faut pas que les autorités publiques également s'en mêlent. Ah. Eh oui, la question, elle est là, la question. Tout simplement, on voit des institutions qui sont soi-disant représentatives, que tout le monde le sache, comme quoi ils ne représentent pas la totalité des musulmans, qui sont nombreux et aussi de divers d'origine. Et il y a une application aussi de l'autorité, de l'État, avec ces institutions. Y a-t-il une obligation? Parce que l'islam, quoi qu'il arrive, c'est un élément nouveau dans le paysage français. C'est un élément nouveau. Oui, justement, oui. Comment peut-on traiter un élément nouveau dans un paysage laïque, et comme on l'a dit au départ, d'origine catholique ou bien post-catholique, comme vous l'avez dit, comment peut-on l'adopter? Quelle démarche, selon vous, qui peut faire passer les choses d'une manière simple, sans excitation des uns et des autres? Alors, il faudrait une fois pour toutes, s'il y a intervention des autorités de l'État, qu'elles coupent court à tous ceux qui veulent instrumenter l'islam à des fins politiques, pour des ambitions partisanes, des ambitions sectaires, des ambitions personnelles, des ambitions confrériques. L'islam est dans le cadre de la laïcité et doit être ce que la foi catholique est encore pour ceux qui sont encore religieux, enfin de confession catholique dans notre pays, doit être une foi bien entendu partagée par la communauté des croyants, mais une foi qui doit rester quelque chose, qui doit appartenir en quelque sorte presque à la sphère privée, presque. Hein. Et surtout ne pas déborder en revendications, encore une fois politiques ou autrement dit identitaires. Il faut savoir si les musulmans veulent accepter de vivre dans un, je veux pas utiliser le mot de moule, mais dans un environnement consensuel. Côte à côte, la France n'est pas d'art à l'islam. C'est pas la maison de l'islam pour l'instant. Et d'ailleurs, je pense qu'elle n'a pas vraiment vocation à l'être.
Ceci dit, les musulmans qui sont en France ont toute leur place. C'est que vous l'avez souligné vous-même, c'est un phénomène récent, c'est donc quelque chose qui n'est pas encore accepté ou qui n'est pas encore rodé, alors que si on regarde en Russie, l'islam fait partie du paysage, parce qu'il fait partie du paysage géographique. Il y a dans la fédération de Russie, comme autrefois dans l'empire des tsars, il y a des États qui sont musulmans. Donc ça ne gêne pas Monsieur Poutine d'inaugurer lui-même une immense mosquée à Moscou, parce que l'islam fait partie de l'histoire de la Russie. Maintenant, j'ai bien souligné que l'islam est géographique, c'est-à-dire qu'il y a des peuples, des nations même, qui au sein de la Fédération de Russie sont musulmanes. En France, l'islam est dilué, il est partout. Alors, sauf à parler des territoires de la République qui sont inaccessibles aujourd'hui, je fais mention aux banlieues, mais c'est pas l'islam, ça, c'est autre chose. C'est tout à fait autre chose. Ce sont des zones de non-droit, mais qui ne relèvent pas, qui n'ont rien à voir avec de l'islam. Et là, il serait important d'ailleurs de lever oui, vous utilisez le mot d'amalgame, mais de lever l'équivoque dans l'esprit des Français. Les Français justement font un amalgame. Dans mon livre Les Égarés, la première chose que je dis, c'est que contrairement à ce que pensent beaucoup de Français, l'islam n'est pas un bloc, c'est pas quelque chose de monolithique. D'abord, il y a 4 grandes écoles jurisprudentielles, plus ou moins rigoristes. L'islam qui est pratiqué au Maghreb est un islam beaucoup plus ouvert, qui refuse la conversion par la violence, par exemple. Notons que les imams, ceux qui conduisent la prière, tout simplement parce que les Français ne savent pas ce qu'est l'islam, et de moins en moins la prière, je m'arrête accompagne ceux qui ont financé qu'à l'époque de la communication, donc les lancer des mosquées, ce sont ceux qui sont il n'y a jamais eu autant de les pays dont la France est débitrice. Culturelle, il y en a aujourd'hui, c'est-à-dire d'abord parce qu'en France il n'y a plus le Qatar de savants, et donc ces États qui aussi envoient des prêcheurs, qui ont été tolérés pendant longtemps, mais ça on peut y revenir, c'est en lien aussi. Il y a plus d'islam qui serait capable d'établir alors là où vous avez parfaitement raison, c'est qu'il devrait y avoir véritablement un islam de France. Au fond, comme à une certaine époque, il y a eu ce qu'on a appelé pour le catholicisme le gallicanisme, c'est-à-dire une église de France qui était autogérée, indépendante. Il y a même eu des papes en France, et qui s'auto-entretient, si je puis dire. Donc il devrait y avoir en France, la communauté devrait prendre en charge, la communauté musulmane sunnite devrait prendre en charge la formation de véritables oulémas, je dis bien des oulémas, et pas seulement des imams, des gens qui soient, vous allez voir peut-être ensuite, on abordera pourquoi, c'est à propos du radicalisme, qui formeraient véritablement des hommes de science, et là on réglerait immensément de problèmes. Parce que le souci qui se pose, pourquoi je parlais de ça, parce que il faut les choses telles qu'elles sont, on ne fait pas d'amalgame à qui que ce soit, mais par rapport à des déclarations des uns et des autres, côté marocain comme côté algérien, tout le monde est en train de parler de l'expérience et de la réussite. Il y a un responsable marocain, donc on a fait déjà une émission sur sa déclaration, notamment Monsieur Abdallah Boussou, qui est le secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine résidant à l'étranger, et l'intervenant, c'est M. Bernard Godard, certainement que vous avez entendu parler de lui, et que la question qui a été posée, ce monsieur dit comme quoi la France a empêché le Maroc d'encadrer les Marocains résidant en France, et c'est ça la raison du radicalisme. Chose qui a été sincèrement démontrée par moins un, donc d'une manière claire et nette par M. Bernard Godard. Et tout à l'heure, et ces derniers jours, aussi la visite de M. le ministre Le Drian, qui est parti en Algérie, il y avait un responsable aussi algérien,
qui parlait de la réussite de l'expérience algérienne qui peut être dupliquée en Algérie, ici en France. Là, on est un petit peu dans de la spéculation. Et cette spéculation, sincèrement, ça me touche parce que nous sommes des musulmans qu'on vive ici et c'est nous qu'on souffre. C'est nous que nous sommes victimes et nous sommes coupables aussi. Alors la question qui se pose, comment peut-on sortir de cette mainmise de l'étranger sur l'islam de France? Alors, vous parlez d'étrangers, mais il y a, moi j'ai parlé des pétromonarchies de la péninsule arabique, mais vous avez raison, il y a une rivalité, une concurrence entre, par exemple, le Maroc et l'Algérie. Alors, je ne connais pas les détails, je ne me suis pas penché dessus, et même, je vais vous dire, je ne m'y suis pas intéressé, parce que je ne suis pas un spécialiste de cette question. Ceci étant dit, je note qu'au plan politique, géopolitique, il y a actuellement un regain de tension entre le Maroc et l'Algérie. Il y a donc une concurrence pour la mainmise de l'islam de France par ces pays. Et qui est pris en otage, ce sont les communautés ou la communauté musulmane, les communautés musulmanes de France qui sont prises en otage et qui sont pris entre deux feux, qui sont pris dans cette rivalité. Et ça, effectivement, c'est quelque chose que je qualifierais de malsain. Vous ne devez pas, les musulmans de France ne doivent pas devenir un enjeu dans des rivalités politiques qui peuvent devenir aussi des conflits géopolitiques. C'est le cas malheureusement. C'est le cas malheureusement. Il faut échapper à cela. Ça, alors je ne vous donnerai pas la Comment la question, c'est comment parce que les organisations représentatives des musulmans en France, si j'ai bien compris, sont également sous influence d'un mouvement. Il y en a trois, donc il y a les Turcs, les Marocains et les Algériens qui dominent. Mais également confrériques, à savoir les frères musulmans aussi. Et les frères musulmans, c'est de l'islam politique. Or, ce qu'il faut bannir, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à mon sens. Moi, c'est un catholique qui parle. Alors, les musulmans diront, mais un catholique n'a pas à se mêler de nos affaires. Oui, pourquoi pas. Mais nous sommes destinés à vivre ensemble et donc nous devons essayer de nous comprendre. C'est l'objectif. Les frères musulmans ont des ambitions, je l'avais dit tout à l'heure, soit à titre individuel. On le voit par exemple avec Monsieur Ramadan, c'est un homme très ambitieux. Je ne parle pas de ses affaires personnelles, je parle en tant qu'homme, mais qui, il me semble, de mon point de vue, utilise l'islam pour sa promotion personnelle. Et les frères musulmans sont des gens qui ont des ambitions politiques et qui feront passer les intérêts de la communauté au second plan. En tout cas, ils feront passer leurs propres intérêts et leurs propres ambitions avant les intérêts de la communauté. Et les intérêts généraux. Il faut penser, il n'y a pas des intérêts aussi spécifiques des musulmans en France, il y a des intérêts de la France, tout court, et des gens qui vivent en France, qu'ils soient catholiques, musulmans. Voilà. Hormis l'État, qui c'est qui peut arrêter ce marché? Oui, mais l'État, il n'a pas l'air de prendre la bonne direction. S'il y a un homme qui n'a pas l'air mal, qui a en main un peu ses affaires, parce qu'il a il a été formé par un homme qui avait traduit le Coran, c'est Monsieur Chevènement qui regrette, mais Monsieur Chevènement a mis le doigt sur la plaie. Il dit il n'y a plus aujourd'hui d'orientalistes. Orientalistes, c'est pas simplement islamologue. D'orientalistes, c'est-à-dire de gens qui ont la compréhension profonde, la connaissance aussi concrète et intellectuelle et savante du monde oriental. Et quand je dis le monde oriental, c'est le monde de l'islam dans sa diversité. C'est ce que je dis dans Les Égarés, il n'y a pas un seul islam. Alors les Français sont persuadés que islam politique, islamisme, salafo-wahhabisme, j'ai dit salafo-wahhabisme, je n'ai pas dit salafisme. Salafo-wahhabisme, tout ça c'est un tout. C'est un tout et indissociable et que donc par là tous les musulmans sont mauvais et que le Coran ne veut que la guerre tout le temps et partout. Ce qui est véritablement ridicule. Voilà, donc Monsieur Chevènement, mais Monsieur Chevènement est âgé. Monsieur Chevènement, même si c'est un homme intelligent, compétent, n'a pas en main tous les leviers, toutes les ficelles qui lui permettraient de véritablement. C'est un homme qui peut faciliter les dialogues. C'est un homme qui peut jouer les messieurs bons offices.
Mais d'abord, a-t-il véritablement toutes les données, tous les paramètres du problème? J'en doute. Si j'ai bien compris, et là je me réfère à un ancien discours de Feu Hassan II dans le temps, lorsqu'un journaliste l'a posé la question, qui c'est qui doit faire le pas pour comprendre l'autre, pour écouter l'autre, pour savoir comment il pense l'autre. Il a dit, le roi, il a dit, c'était les Français, ce n'est pas les Marocains à l'époque. Et là, je lui donne raison par rapport à ce que vous êtes en train de me dire, parce que le fait, tout simplement, qu'il y a peu de savants, peu des gens, donc il y a une paresse quelque part culturelle vis-à-vis de l'islam. Il y a moins de chercheurs, grosso modo, donc français qui cherchent sur cette religion pour faciliter un peu la tâche de son intégration définitive avec des conditions normales, comme les autres religions monothéistes, notamment la religion juive, la religion bien sûr catholique, et que cette affaire ne passe pas, qui fait pas le bruit partout, parce que sincèrement, moi je fréquente les gens, donc on passe des périodes difficiles, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les gens sont perdus et savent pas à qui ils s'adressent. Mais les Français aussi sont perdus. Mais justement, la question, elle est là. Donc, cette paresse intellectuelle, moi, je pense qu'il est temps de la retravailler. Il est temps qu'il y ait des... Parce qu'on n'a pas de carte. On n'a pas de carte donc on peut pas comprendre comment fonctionne le territoire. Territoire de la foi, des confessions, des rapports humains. Et je pense que nos politiques, les politiques actuelles, ne veulent rien savoir parce que ça ne les intéresse pas. Parce qu'il y a des intérêts financiers, économiques. La France est un pays endetté, c'est pas un pays en faillite, mais c'est un pays mal en point. Nous avons aujourd'hui des correspondants, que ce soit ou des correspondances, on le voit bien en Arabie, au Qatar ou dans les pétromonarchies, à Abu Dhabi avec notre Louvre des Sables, etc. Il y a des intérêts financiers. Ces pétromonarchies, les pétrodollars soutiennent l'économie française. En partie, ils investissent en France. On le voit bien, par exemple, avec le Paris Saint-Germain. Ce n'est qu'un exemple anecdotique. Donc, ils ne veulent pas trop savoir. Puis, je pense que ça les intéresse pas de savoir. Au fond, parce que les équipes gouvernantes, la classe dirigeante, pour la nommer, ne s'intéressent plus à ce qui se passe en France. Les enjeux et les politiques sont conduites dans la réalisation d'une globalité de ce qu'on appellera la gouvernance mondiale. C'est en sens et l'intérêt, la gestion même du territoire français ne les intéresse plus. Les intéressent les grandes villes cosmopolites comme Paris, Marseille, peut-être, Barcelone, Londres, mais certainement pas ce qui se passe dans l'interland, à l'intérieur de la France. Au fond, ils s'en fichent. Ils essayent quand ça surchauffe un peu dans une banlieue, on va mettre de l'argent, on fera de belles promesses, de beaux discours. Donc la classe politique n'est même pas, on peut même pas dire qu'elle soit devenue paresseuse, mais elle se désintéresse au fond de ces questions. Alors elle va flatter les uns, elle va flatter les autres, elle va être fondamentalement, on va pas dire populiste, puisque c'est pas le mot qui convient, elle va être démagogique, mais au-delà de ça, elle ne va pas chercher à véritablement construire un modèle qui soit viable, qui soit durable, qui puisse assurer le développement, un développement harmonieux de la nation dans ses différentes composantes. Il me reste un dernier chapitre, si vous le permettez. Votre livre, qui est un livre très intéressant, Les Égarés, 2 points. Donc, le wahhabisme est-il un contre l'islam? Pouvez-vous nous dire davantage par rapport à ce beau livre qui a pris de l'ampleur dans les librairies? Alors, j'apprécie beaucoup. J'ai encore vu un jeune musulman, enfin jeune, il avait une trentaine d'années hier, venir me demander de lui dédicacer le livre, en me disant mais enfin j'ai trouvé un Français qui ne soit pas étranger à l'islam, qui ait compris le sens. Je vais même utiliser un mot asiatique, qui a le Tao de l'islam, qui a compris le sens. Je ne suis pas un savant islamologue, loin de là, mais pour avoir
rouler ma bosse, comme on dit, dans de nombreux pays musulmans depuis longtemps, et puis avoir l'esprit curieux, j'ai essayé de comprendre comment les choses fonctionnaient. Et une chose m'est apparue, c'est que le wahhabisme, dans ses versions les plus dures, le takfirisme par exemple, contredit l'islam, contredit le Coran. Il fait de la guerre sainte, alors que le djihad, c'est l'effort, et d'abord le grand effort intérieur, le grand effort d'accomplissement personnel, le petit djihad étant la guerre. Il fait du djihad une obligation cachée de l'islam, au même titre que le pèlerinage, que la zakat, ou les 5 prières quotidiennes. Enfin, tout ça n'a pas tellement de sens. Et surtout, j'essaye de montrer dans mon livre il s'agit d'une hérésie schismatique, et qui contredit véritablement l'esprit de l'islam. D'abord parce que le wahhabisme s'appuie sur la lettre, prend un certain nombre de choses au pied de la lettre, que le wahhabisme d'ailleurs se rapproche beaucoup de l'hyperjuridisme que l'on peut rencontrer dans les pays protestants ou post-protestants comme les États-Unis, et que ce dévoiement de l'islam, qui n'est pas du tout, j'ai trouvé un message récemment en disant mais non, le wahhabisme c'est le hanbalisme. Non, c'est une erreur de perspective. Comme il y avait des rigoristes qui étaient les séparés, les Kharidjites au début de l'islam. Les Kharidjites étaient fondamentalement rigoristes, mais n'ont rien à voir. Les séparés n'ont rien à voir avec les égarés. Non, les égarés c'est autre chose. On est dans un autre monde, et on voit bien que certaines grandes puissances ou certaines puissances tout court très influentes ont instrumenté ces égarés, ces salafo-wahhabites, notamment en Syrie, en leur fournissant des armes. La France vendait des armes à l'Arabie Saoudite ou au Qatar, et ces armes étaient redistribuées soit du côté de l'État islamique, soit du côté d'Al-Nosra, Al-Qaïda, sans que cela gêne personne. Donc la France, du point de vue géopolitique et géostratégique, a joué un jeu très dangereux, un jeu délétère, qui explique aussi beaucoup de choses dans les désordres que nous connaissons. La France, ce n'est pas une accusation systématique, mais dans certains cas a fermé les yeux, si ce n'est s'est rendu complice de prêches, de certains prêches dans certaines mosquées qui engageaient les jeunes gens à partir faire la guerre en Syrie, en se disant on se débarrassera aussi, il y avait le calcul de se dire on se débarrassera des éléments les plus turbulents, des têtes brûlées, et en même temps on fera tomber le régime de Bachar el-Assad. On a fait tomber je ne porte aucun jugement sur la nature de la Jamaria libyenne, mais on a fait tomber cette Jamaria, nous l'avons payé très cher, et nous avons semé le chaos, comme nous avons semé, je dis nous, c'est-à-dire le camp occidentaliste, hein, nous avons semé le chaos en Afghanistan, nous avons semé le chaos en Irak, aujourd'hui nous laissons faire cette guerre affreuse au Yémen et bien d'autres. Je ne parle même pas de la Somalie et du reste. Voilà, donc le camp occidentaliste s'est appuyé sur des forces qu'il ne maîtrise plus. Justement, parce que là, je vois un commentaire par rapport à votre livre. Donc, il dit sur Amazon, hein, donc je ne fais pas de la publicité. Finalement, si les intérêts occidentalistes ne sont pas exactement les mêmes que ceux des monarchies wahhabistes, ces intérêts se recoupent largement au plan géostratégique, énergétique, j'ose dire, voilà, ou encore sur celui de la mondialisation financière. Pire, ils convergent dans la diffusion d'un islam désincarné, participant d'un monothéisme sans âme, à savoir la religion d'un monde globalisé, porteuse de toutes les dérives, peu ou pro-totalitaire. Je ne sais pas si c'est le mot de conclusion, le mot de la fin, mais c'est exactement ça. Au fond, le wahhabisme ne connaît pas Dieu. Ouais. Voilà, je pense que c'est ça. Je me suis appuyé sur des intellectuels pour écrire mon livre, parce que je l'ai pas écrit, tout n'est pas sorti tout armé comme Athéna de
de la cervelle, du crâne de Zeus. Je me suis beaucoup servi, je me suis totalement, même on va dire totalement appuyé sur des analyses, des réflexions d'intellectuels arabes. Peut-être certains se disant-ils laïcs, mais laïcs au sens ancien que nous avons et non pas au sens d'athéisme que ce mot a pris ici. L'homme a besoin de spiritualité. Le monde oriental, la religion du monde oriental, c'est l'islam. Nous avons le christianisme. Et aujourd'hui, il y a des forces mauvaises, malignes. Le malin en français, c'est le diable, Shaitan, des forces malignes qui veulent détruire justement les fondements de la civilisation, que ce soit la catholicité. Enfin, ils ont essayé avec l'orthodoxie russe, ils n'y sont pas parvenus. Ça a duré 70 ans. Et maintenant, ils s'y essayent avec l'islam. Et mieux encore, s'ils pouvaient jeter l'islam contre les catholiques en France ou en Europe, eh bien, ils seraient enchantés puisque nous pourrions nous entre-détruire vaillamment. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a d'ailleurs un grand danger, c'est que on essaye d'allumer des guerres au Proche-Orient, de nouvelles guerres, et ce seront toujours les musulmans qui risquent d'en faire les frais et de faire ces guerres, ces guerres par procuration pour des gens qui tirent toujours les marrons du feu. Écoutez, merci infiniment, M. Vernocq, par rapport à cet éclairage qui est rarissime, il faut que je vous le dise. Donc, parmi quelques rares qui sont passés dans notre antenne et qui ont parlé avec un franc-parler comme le vôtre. Et c'est une bonne chose pour l'émission qu'il y a des avis autres qui parlent avec un franc-parler, qui assument leur dire et qui l'expliquent en plus davantage, et notamment dans ce livre, donc Les Égarés, que je vous invite tout le monde à l'acheter ou à le feuilleter au moins pour savoir de quoi il s'agit. Parce que le lire, c'est simple à lire, c'est facile et ça met, comme je parlais tout à l'heure de cartes et de territoires, ça permet de se repérer, de comprendre ce qui se passe, d'éviter justement des confusions, des amalgames et des équivoques. C'est ça. C'est d'éviter l'amalgame, l'équivoque. C'est l'objectif aussi de l'émission Arc-en-Ciel. Avec 6 intervenants, je tiens à vous remercier infiniment d'avoir accepté notre invitation un dimanche. Et ça nous touche énormément. Et je vous dis à très bientôt, M. Jean-Michel Vernocq. Merci à toutes et à tous et que Dieu vous garde. Merci, mais aussi qu'il vous gardera, Inch'Allah, pour une longue vie. Merci. Merci à vous tous. Au revoir, monsieur. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.